Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'une image, 1000 mots. Ici, chaque image est une trace, celui d'un geste ancien, d'un métier transmis, d'une matière domptée. Alors aujourd'hui, pour ce 9e épisode déjà, c'est le métal que nous allons écouter. Un acier chauffé, martelé, affûté, jusqu'à devenir une lame. Vous devinez? Eh oui, on va recevoir un coutelier. Alors installez-vous au coin du feu, l'épisode peut commencer. Eh bien, bonjour Vim, je te laisse te présenter. Je me présente, je m'appelle Vim, je suis artisan coutelier depuis maintenant 15 ans et ça va faire 5 ans que je suis installé à mon compte dans les Côtes d'Armor en Bretagne et je travaille, on va dire, de manière artisanale mais aussi de manière moderne où je vais associer un métier traditionnel ancien avec, on va dire, la culture et le savoir-faire moderne, c'est-à-dire aussi bien la découpe laser ou des interventions, on va dire, plus techniques avec des machines plus modernes. Et à contrario, je vais travailler énormément aussi de manière vraiment traditionnelle, c'est-à-dire avec des limes à la main, à l'ancienne. Et aujourd'hui, mon travail consiste surtout à faire des couteaux pliants, des couteaux de poche qui sont les couteaux, on va dire, traditionnels qu'on avait sur nous pour couper la viande, pour faire le casse-croûte, pour bricoler, pour pêcher. C'est vraiment l'outil, on va dire. Le couteau, c'est l'évolution de l'outil qu'a inventé l'homme de Cro-Magnon. C'est-à-dire, à une époque, on avait un caillou et on essayait de couper avec. Et aujourd'hui, on a évolué et on va dire que la main de l'homme a toujours eu un outil pour couper, pour travailler et pour s'en servir. C'est l'outil de tous les jours, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que le choix de techniques anciennes et modernes est dû à un côté pratique? Oui, en fait, aujourd'hui, quand je fabrique un couteau de A à Z, alors c'est une aberration quand je parle de A à Z parce que je fabrique pas mes aciers, je fabrique pas mon bois. Euh, Parfois, quand je fais des séries, j'ai un modèle qui est signature de l'atelier, j'utilise la découpe laser. Pourquoi? Parce que je pourrais aussi bien récupérer une plaque d'acier, tracer, découper à la meuleuse, à la disqueuse, à la scie, à la lime. Et aujourd'hui, pour gagner du temps, j'utilise les technologies laser. Pourquoi? Parce que le temps est hyper important quand on fait de l'artisanat. Donc si on peut essayer de se défausser de quelques étapes de fabrication qui sont parfois longues et un peu embêtantes, c'est, on va dire, une association entre le traditionnel et le moderne. Moi, je suis pas forgeron, donc je ne forge pas, c'est-à-dire je n'écrase pas la matière, je n'ai pas un marteau, je n'ai pas une enclume. Je suis vraiment coutelier, c'est-à-dire je fabrique des outils tranchants, couteaux en particulier, mais je n'ai pas ce côté forgeron où on va chauffer et déformer la matière. Ok. C'est important de préciser parce que moi, la première, on n'a pas toujours la subtilité de différence entre les termes et les métiers, donc c'est important de le signaler. Voilà, il y a une grosse différence entre le forgeron et le coutelier, même si les deux métiers peuvent être complémentaires, c'est-à-dire on va trouver des forgerons couteliers, mais souvent les forgerons couteliers vont bien préciser qu'ils sont aussi forgerons. Et c'est très important pour leur métier parce qu'il y a ce côté forge, et la forge est un savoir-faire qui est complètement différent par rapport à mon savoir. Moi, je ne suis pas forgeron, j'ai pas le savoir-faire de la forge. Par contre, j'ai les connaissances techniques pour fabriquer des couteaux. Et c'est deux métiers qu'on va recroiser régulièrement. Moi, régulièrement, je travaille avec des forgerons qui vont me fabriquer des lames, qui vont me fabriquer des aciers pour mes lames. Mais moi, je ne. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à ce métier de coutelier? Ah, c'est assez compliqué. On va dire, c'est un accident de parcours de vie qui a fait à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, mon métier dans lequel je travaillais, qui était plutôt l'informatique, a eu un petit coup dur dans l'aile. Et du coup, je me suis retrouvé à chercher une formation. Et le hasard a fait que je tombe sur une formation qui était associée à la coutellerie. Et par curiosité, je me suis orienté vers cette branche en me disant je vais y rester quelques temps, juste le temps que la tempête, on va dire, passe. Et au final, j'ai fait une formation adulte, donc en polisseur, donc c'est vraiment plutôt orienté le polissage. C'est, on va dire, passer d'une matière brute à une matière et une surface hyper propre. Et je me suis retrouvé donc à intégrer l'univers de la coutellerie. Et au final, j'ai passé un CAP. Après, j'ai travaillé en tant qu'artisan coutelier ouvrier. Je travaillais en usine. Donc c'est pour ça aussi que j'ai vu le côté très industriel parfois. Et au fur et à mesure du temps, j'ai évolué jusqu'au jour où en fait, je me suis dit tiens, si je me mettais à mon compte, ça serait chouette.
Et du coup, on s'est mis d'accord avec ma femme et du coup, on s'est dit, allez, on lance le truc. Et du coup, aujourd'hui, je suis à mon compte et voilà. Félicitations. C'est pas évident. Tout le monde n'arrive pas à vivre de sa passion, de son métier. Donc, est-ce que tu peux me dire, du coup, on va passer directement à l'image que tu as choisie parce que c'est tout à fait en lien avec ton métier. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette image, de qui elle est et la décrire? Alors, cette image, elle est de moi. C'est une photo que je fais. Je fais souvent des photos pour Instagram et Facebook, qui sont les deux réseaux sociaux que j'utilise le plus. Et cette image, en fait, elle est relativement récente parce qu'elle date du mois de novembre. C'est une photo que j'ai faite à l'atelier, donc ici à Jugon-les-Lacs, dans les Côtes-d'Armor. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est une des dernières pièces que j'ai faites, mais on va dire c'est une pièce qui est très chargée. En soi, c'est une pièce très complexe. D'un point de vue esthétique, on va avoir un assemblage de différentes matières, une lame en damas, donc l'acier damas, c'est un acier qui est replié sur lui-même, forgé, écrasé, replié, c'est un peu un kunyaman de... Et là, on est sur une pièce quasiment, je dirais, euh, d'artisanat d'art. C'est-à-dire, on a des sertis en nacre, on a des petites pastilles en nacre, on a du guillochage. Donc, les guillochages, c'est les motifs qu'il y a sur le dos des couteaux. Souvent, sur les couteaux, on va voir les guillochages. Alors, je vais faire une allégorie, peut-être que je me ferai taper dessus, mais les guillochages, c'est un peu comme la dentelle. C'est-à-dire, sur un vêtement, tu vas avoir de la dentelle. La dentelle, elle apporte rien à part d'être jolie. Voilà. Ça n'a pas une utilité à part l'élégance et d'être joli. Ben, le guillochage sur les couteaux, c'est exactement la même chose. Ça apporte de l'esthétique, ça apporte de la beauté, mais ça apporte rien dans l'utilité. Un couteau, à la base, c'est une lame, un manche, pour la plupart. Voilà, c'est tout. Là, sur la photo que j'ai montrée, on voit justement un assemblage de différentes matières. Donc, on a aussi bien la lame en damas, la mitre en inox, un assemblage de bois, et ça fait une pièce qui a, on va dire, une certaine élégance par rapport à un couteau très rustique. Mais son utilité va être la même. C'est-à-dire, même si le couteau est beau, dans tous les cas, on pourra couper une pièce de viande, une carotte et n'importe quoi avec. Est-ce que oui, j'ai envie de dire plein de choses parce que du coup il y a la composition de la photo, tu prends soin de mettre des accessoires, etc. On voit la carte derrière, la petite boussole. Ouais, j'aime bien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, euh, il faut attirer un peu le regard. Donc, on peut faire une photo très basique, très simple, et après, on peut faire le choix on va dire, d'améliorer son esthétique photo en apportant, on va dire, un fond. Et souvent, dans le fond, je vais faire des clins d'œil à mon travail, à l'univers de mon couteau, notamment la carte marine, des objets marins. Parfois, on voit une petite baleine, des trucs comme ça. Ma main est assez parlante sur cette photo parce que on voit ma main qui est pas propre en soi. On voit même une de mes cicatrices sur le petit doigt. On voit une cicatrice et c'est un peu le savoir-faire manuel. Donc la photo, on pourrait dire que c'est un peu la main qui a fabriqué l'objet. Derrière chaque artisan, le plus souvent, on a un humain. Et aujourd'hui, les gens cherchent à rencontrer l'humain. C'est un peu ta démarche que tu fais actuellement. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu ne te contentes pas de regarder une photo, de slider sur un réseau social et de mettre un petit cœur en double clic, et après tu passes au reste. La démarche aujourd'hui, c'est de discuter avec l'humain derrière l'objet. Et du coup, en fait, là, on a l'humain derrière l'objet sur cette photo. Ouais, puis moi ce que j'aime c'est quand j'ai recherché des gens pour participer au podcast, euh, j'ai cherché j'ai cherché principalement via Instagram puisque c'est là où je fais la publicité du podcast. Et donc j'ai tapé le nom du métier. Donc je tape coutelier, vitrailliste, etc. Et donc forcément j'ai plein d'univers différents qui me sont proposés, mais j'ai choisi ceux qui me parlaient le plus. Et du coup j'ai beaucoup aimé ton univers parce que ce soit dans les photos ou dans les couteaux, tu as une marque très qui se différencie vraiment. Contrairement à, j'ai vu par exemple des couteliers où je remets pas en cause la qualité du travail, hein, mais vraiment visuellement où il y a une identité qui est peut-être un peu moins forte. Là, toi, tu as une identité très forte dans ton travail et c'est ça que j'ai aimé justement et j'aime encore plus justement avec cet effort de composition où on est sur, comme on dirait à l'anglaise, sur du storytelling. C'est genre, en plus on raconte une histoire en plus du produit.
Et ça, oui, c'est une façon de promouvoir son travail, mais pour moi, c'est surtout une façon de dire qui on est à travers les objets qu'on crée. Donc, euh, donc, qu'est-ce que ça peut nous dire sur toi, cet univers? Bah, l'univers de mon couteau, bon, il est lié à un univers bien spécifique. Alors, je me suis inspiré de l'univers marin. Oui, il y a une longue vue, il y a une carte, et on va parler de la forme du couteau. Donc ça, c'est le couteau de la photo. Donc voilà. Et on est sur une forme bien typique. C'est-à-dire, on a une forme traditionnelle de couteau de marin. Cette forme, c'est les lames qui étaient tronquées. Souvent, on cassait les lames. Alors même si c'est anecdotique dans l'histoire, parce qu'on dit que les lames étaient cassées pour éviter que les marins se blessent ou se plantent, le plus souvent les lames étaient cassées. Ça leur apporte aussi une résistance parce qu'il n'y a pas de pointe, la pointe pouvait casser. Le dos des lames était le plus souvent arrondi ou on va dire un peu émoussé pour éviter de perforer ou d'accrocher dans les voiles. Donc on est vraiment sur une forme traditionnelle de couteau, on va dire marin. Moi, je me suis inspiré de différents modèles qui étaient déjà existants. Ce modèle, je l'ai pas inventé en soi. Je me suis inspiré de différents univers marins, de couteaux plus traditionnels. Il y a le London, qui est un couteau très traditionnel. Il y a le Sir. Et le Sir, c'était un couteau de batelier, donc on va dire un peu de marin d'eau douce. Mais je trouvais sa forme beaucoup plus élégante, beaucoup plus élancée. Et quand j'ai créé mon modèle qui s'appelle l'ACAB, euh, en fait, je me suis inspiré du Sir. Et ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment une forme très linéaire. Donc ça lui donne beaucoup de caractère par rapport à beaucoup de couteaux qui ont plutôt une pointe qui remonte, plutôt couteau traditionnel type la gueule, type opinel ou autre. Le plus souvent, on va avoir une forme plus pointue. Celui-ci il fait un peu plus dodu, un peu plus poussif. Et quand j'ai dessiné mon couteau, j'ai voulu lui donner une identité qui était liée un peu à mon univers. J'adore la mer, j'adore les légendes marines. Une de mes lectures préférées, c'est Moby Dick d'Herman Melville. Et quand j'ai dessiné mon couteau, je lui ai donné la forme traditionnelle des baleinières de chasse. Voilà. Donc là, on est face à une silhouette de chaloupe, chaloupe qui servait justement à la chasse à la baleine. Et du coup, la cabe a vraiment cette forme typique traditionnelle des chaloupes baleinières. Voilà. Ok, bah, j'allais dire, en plus, il a eu un aspect très robuste. Oui, c'est vraiment un couteau de travail. C'est Hmm. là, même si on est sur une pièce très élégante, une grosse partie de mes créations sont plutôt des couteaux orientés utilisation et durée de vie. C'est-à-dire, je vais utiliser des bois durs. Alors, j'utilise énormément de bois. J'utilise des bois exotiques, j'utilise des bois locaux. Je vais utiliser des matières modernes, type fibre de carbone, résine, tout ça. Et en général, c'est vrai que mon couteau, cette forme-là, se prête bien, on va dire, à être un outil de travail. La lame large, à l'opposition des lames pointues, c'est idéal pour tartiner. Je vais rappeler de manière assez chauvine qu'en Bretagne, le beurre, c'est une religion. Donc, tartiner du beurre, Je suis vendéenne, alors je, voilà, voilà. je suis dans le Donc, combat. c'est ça. Même combat, la tartine. Donc, en fait, c'est un couteau qui va être utile tous les jours. Hmm. On peut s'en servir pour le casse-croûte, on peut s'en servir pour la tartine. La lame large fait que c'est un outil qui va pouvoir être utilisé pour bricoler un peu. On peut même s'en servir un peu de tournevis. Il n'y a pas cette pointe fine, donc du coup, on n'a pas forcément peur de casser la lame. Et le Hmm. plus souvent, je vais faire ce qu'on appelle un plein manche. Dans le plein manche, c'est quand il n'y a pas d'assemblage, il n'y a rien. C'est un monobloc pour le manche, c'est-à-dire on a une seule pièce de bois de chaque côté, ce qu'on appelle des plaquettes, qui vont faire le manche. Mais après, on peut mettre une mitre. Donc là, on le voit bien sur ce modèle-là. Donc il y a une partie à l'avant qui est en métal qu'on appelle la mitre. C'est une D'accord. partie qui va apporter de la rigidité, mais aussi parfois de l'élégance. Je ne sais pas si on le voit clairement, Hmm. mais on voit que l'ensemble du couteau est travaillé. Donc on voit bien les guillochages, on voit bien tous les assemblages. Voilà. Mais on peut faire du plus rustique au plus élégant. Voilà. Et le petit pendentif, ça correspond à quoi? Alors ça, c'est un modèle un peu spécial. Le petit pendentif, c'est un système de déverrouillage. Donc ça, c'est vraiment une pièce un peu unique. C'est une pièce que j'ai réalisée pour le SNAC. Le SNAC, c'est le salon normand d'artisanat coutelier qui avait lieu en novembre. Et D'accord. tous les ans, il y a un petit concours. Donc du coup, j'avais réalisé une pièce pour le concours. Et du coup, le système de déverrouillage de ce couteau se fait par l'intérieur avec un système de détente. Donc Ah, là, on ok. est vraiment sur une pièce un peu unique
Et je trouvais que c'était important de la mettre en valeur parce que je fais pas tous les jours des pièces comme ça. C'est-à-dire là, on revient à l'artisanat, c'est-à-dire je vais avoir une production régulière sur des modèles simples et dans l'année, je vais peut-être faire une dizaine de pièces vraiment d'exception uniques euh, qui sortent, on va dire, de l'outil. Hmm. Et ces pièces d'exception, c'est des commandes que tu as de quelqu'un ou c'est des créations que tu fais et qu'après tu vends? Alors là, j'ai les deux, c'est-à-dire parfois je vais être mandaté par des collectionneurs ou des amateurs qui vont me demander certains bois, certains aciers. Là récemment, j'ai travaillé avec un artisan qui a fabriqué du damas. Donc du coup, j'ai un client qui m'a dit ah bah tiens, je connais bien cet artisan, j'adore son travail. Donc là, on va faire des fois des collaborations. Ok. Ça m'est arrivé de faire des fois de faire un travail à 6 mains sur le couteau. Il y a un forgeron qui fabriquait l'acier de la lame. Moi, je vais fabriquer le couteau et parfois, je vais travailler avec des graveurs. Dernièrement, j'ai travaillé avec Patrick Krogan, qui est scrimmander. Donc, le scrim show, c'est une technique de gravure un peu traditionnelle ancienne, qui est liée souvent à l'univers marin, et on va approcher ça à du tatouage. Alors, je sais que Ok. Patrick va me détester parce que c'est pas du tatouage, mais pour donner l'image dans la tête des gens, en fait, on va venir scarifier, gratter, piqueter une matière, comme de l'os, de l'ivoire de mammouth, des matières du genre, et on va pouvoir venir scarifier la matière, et du coup, après, en intégrant de l'encre de Chine dans les scarifications, les motifs vont ressortir. Donc ça, c'est aussi lié à l'univers marin. C'est-à-dire souvent, le scrim show était une manière pour les marins de gagner de l'argent, c'est-à-dire ils récupéraient des dents de cachalot, des os et autres, ils les sculptaient et ensuite ils les gravaient. Souvent sur des photos sur mon Instagram, on aperçoit j'ai 2 pièces qui sont des reproductions en résine, parce que je refuse complètement d'avoir des matières, on va dire, du genre interdites à l'atelier. Mais j'ai 2 reproductions, une dent de cachalot et une défense de morse, qui ont été scrimandées. Donc du coup, c'est vraiment le travail traditionnel des marins, c'est-à-dire c'est un travail. C'était on va dire une double activité, c'est-à-dire quand ils revenaient à terre, ils pouvaient vendre ça en souvenir, en objet, voilà. Et donc du coup, ça m'est arrivé de travailler comme ça à 3, 4 mains sur un couteau, 6 mains, parce que ben il y a le forgeron, donc son métier, ben il forge, donc lui il va me fabriquer le damas, moi je vais créer et fabriquer le couteau, donc je donne vie à l'objet, et après on va dire que par exemple Patrick, lui, il amène le côté dentelle du couteau encore plus Hmm. pour donner une esthétique, et après on peut personnaliser le couteau en gravant, ça peut être aussi bien un triskel, quelque chose de très simple, comme des choses très complexes, on peut quasiment faire des fresques. Avec Patrick, on a travaillé sur un projet où en fait il a réuni tout l'univers marin, que ça soit ACAB, Moby Dick, que ça soit une attaque de Kraken sur un bateau. C'est-à-dire, il arrive à avoir un détail et une qualité de travail qui est extraordinaire. Ah bah, il faut que je l'invite sur un épisode alors. Je pense franchement que c'est un métier d'artisanat, le scrim show, qui est vraiment hyper intéressant parce que justement c'est vraiment un savoir-faire unique. La forge aussi, la forge, j'ai des noms, j'ai la liste. Ouais. Envoyez les noms, vous aussi, que vous nous écoutez, ça vous fait penser à quelqu'un. Ils sont doués, des scrimanders. On peut travailler avec des joailliers aussi en coutellerie. C'est-à-dire, on peut sertir des pierres, on peut graver, on peut ciseler. Il y a des graveurs mains aussi qui travaillent de manière très traditionnelle avec des petites échoppes. Non, non, en fait, la coutellerie va réunir un ensemble de métiers d'art qui sont assez impressionnants. On peut retrouver aussi bien gravure, ciselure. Ouais, sur un couteau, on peut mettre. C'est comme un bijou en fait. On va dire que n'importe quel bijou qu'on peut voir dans une grande boutique à Paris ou n'importe où, à Bruges ou voilà, ben on peut retrouver des fois les identiques sur un couteau. Il y a aujourd'hui des couteaux qui sont fabriqués. On est plus proche du bijou visuellement, mais ça reste toujours un outil. Par contre, c'est-à-dire on peut avoir un bijou qui tranche. Oui, il n'y a pas de limite à l'aspect créatif de la finition du couteau. C'est souvent une question de budget. Oui, C'est-à-dire, plus on j'imagine. va apporter d'esthétique et plus le budget va être prélevé. Et pour en revenir à ce que tu me demandais par rapport aux collectionneurs, effectivement, j'ai donc certaines pièces qui vont être commandées par des collectionneurs. Et après, ben, comme cette pièce-là, ça c'est une pièce que j'ai créée pour me faire plaisir. Et du coup, ben, c'est une pièce, bon, ben, elle est vendue, c'est un client qui en est tombé amoureux.
Et du coup, bah, cette pièce va partir. Mais effectivement, des fois, on va créer pour son plaisir et des fois, on va essayer de réaliser le plaisir des autres aussi. Est-ce que tu fais un service après-vente? C'est-à-dire, j'imagine qu'à un moment donné, il faut réaiguiser le couteau. Est-ce que tu fais aussi un service comme ça d'entretien de tes pièces? Exactement. Ouais. Aujourd'hui, en fait, j'ai pour principe de garantir les couteaux à ma vie, pas plus loin. Hein. Alors, je sais que j'ai beaucoup de clients qui me souhaitent de manger moins de gourmandises et de vivre très longtemps. Mais en gros, comme je dis, on est artisan, on est créateur. Et effectivement, il y a un suivi. C'est-à-dire, si j'ai un client qui a besoin d'avoir un réaffûtage sur son couteau, un petit entretien, resserrer un rivet ou un truc comme ça va de soi. On est artisan, on est fabricant, on est un peu responsable de l'objet jusqu'à quand que ben on ne puisse plus être responsable de l'objet. Et après, on aura toujours un confrère ou le fils d'un confrère ou un descendant ou un futur coutelier qui prendra en charge. Aujourd'hui, ça m'est arrivé de restaurer des couteaux anciens. J'ai des couteaux qui datent des années 20, des années 30, c'est-à-dire qui ont quasiment 100 ans. La lame était cassée, le manche était cassé. Aujourd'hui, une partie de mon métier aussi, c'est de redonner vie à certains vieux objets. S'ils sont sauvables, ben on les sauve. On n'est pas obligé de vendre un couteau à chaque fois. Moi, j'ai des gens qui viennent avec des couteaux, on va dire, que je sais que c'est des fabrications qui sont pas forcément haut de gamme, voire je dirais de pays étrangers qui font travailler des petits enfants, mais il y a un attachement sentimental au couteau. C'est par exemple une fille qui l'a offert à son père. La fille, elle est partie en vacances dans je sais pas quel pays. Elle a trouvé un couteau, elle l'a ramené, elle l'a offert à son père. Il y a l'attachement sentimental, c'est-à-dire il n'y a pas qu'un attachement de valeur financière, il y a l'attachement sentimental. On peut être attaché à un opinel. Moi, j'ai tonton, il a l'opinel du grand-père. C'est-à-dire, c'est un truc qu'ils ont acheté 15 francs à l'époque, que le grand-père a gardé dans sa poche. Dieu merci, il l'a pas perdu parce que l'opinel, c'est quand même un des couteaux qu'on perd plus facilement. Tonton, ça fait 40 ans qu'il a l'opinel du grand-père. Et régulièrement, il me le dit. Il me dit, oui, mais regarde, ça coupe. Bah oui, ça coupe. C'est un couteau, il y a une lame réaffûtée. Voilà, et on n'est pas forcément attaché, on va dire, à la valeur financière de l'objet, mais on peut être juste attaché à l'objet. C'est comme un gris-gris, un dessin d'un enfant sur un frigo, voilà, on y tient. Donc il y a ce côté-là aussi. Est-ce que du coup, dans cette idée de justement restaurer des objets anciens, à l'inverse, est-ce que tu as un devoir de transmission de ton savoir-faire ou tu reçois par exemple des stagiaires ou est-ce que tu montres ton savoir-faire en formation? Ouais, alors ça m'arrive très rarement, du moins. Je suis pas un formateur. En soi, j'aime bien transmettre mon savoir. Ça m'arrive de partager mon savoir avec des collègues artisans. J'aime bien partager ben, des techniques, on échange. C'est un métier où on est assez ouvert à l'échange. C'est-à-dire, à moins d'être, bon, il y a toujours des traits fermés, il y a des traits ouverts, il y a des gens qui sont pas prêts au changement. J'ai des collègues, par exemple, la découpe laser, pour eux, c'est pas bien. Ils aiment pas. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on va se détester. Voilà. C'est en fait aujourd'hui, chaque coutelier va avoir un univers et une philosophie différente. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut être des fois 50 sur un salon. Là, prochainement, au mois de juin, il y aura un salon en Bretagne. On va être 50 artisans et je pense que la plus grosse concurrence qu'il y aura entre nous, c'est qui c'est qui va ramener le pâté ou le fromage le meilleur. On a tous un style différent, on a tous une philosophie différente, donc on n'a pas de concurrence en ce moment entre nous parce qu'on a tous une forme. Chaque coutelier peut plus ou moins avoir une forme qui s'est inspiré comme moi ou qu'il a inventé un style mécanique. Il y a plein de mécaniques, donc du coup, on va avoir différents styles mécaniques. Donc on peut être 50 et je pense que la plus grosse dispute qu'on va avoir, c'est tiens, goûte le pâté, c'est ma femme qui l'a fait, c'est le meilleur. Voilà. On n'a pas de concurrence en soi. Et par rapport à ça, bah, ça fait que c'est un métier qui est assez dans le partage. C'est-à-dire, ça nous arrive régulièrement de se rencontrer entre collègues. Alors moi, je transmets facilement mon savoir, notamment sur tout ce qui est technique de polissage, de finition, parce que j'ai été formé pour. Donc du coup, j'ai un savoir des fois qu'on va pas pouvoir apprendre sur Internet. C'est-à-dire sur Internet aujourd'hui, on a beaucoup de vidéos, on a beaucoup de tutoriels. Hein. Il y a des gars qui font de super vidéos sur la fabrication des couteaux, mais il faut aussi avoir les outils, il faut avoir le geste, et le geste, on peut pas l'apprendre en virtuel forcément. Donc ça va m'arriver d'accueillir certains de mes collègues couteliers, et eux vont m'apporter des choses et on va échanger.
Et je fais aussi régulièrement des petits stages. Alors j'en fais de moins en moins parce que l'atelier est quand même vachement pris par les commandes et le travail. Mais dans l'année, je fais une quinzaine de stages où je vais accueillir des gens pour leur faire découvrir mon métier. Alors comme je dis, c'est plutôt des ateliers pédagogiques où j'explique aux gens la fabrication d'un couteau et ils fabriquent un couteau à partir de fournitures justement. Donc c'est un peu comme si on était, j'aime bien faire l'allégorie de la cuisine. C'est aujourd'hui, moi je suis pas un éleveur, je suis un cuisinier. Et pendant mes stages, en fait, j'apporte les ingrédients, mais par contre, il faut apprendre à les éplucher correctement. Il faut les découper, on va dire, même s'il n'y a pas énormément de découpe, mais tout ce qui est bois et autres va être découpé à l'atelier. En gros, c'est de la cuisine. On a des ingrédients. On prend 10 personnes, on leur donne 10 ingrédients différents, ou les mêmes ingrédients. Tu prends 10 personnes, tu leur donnes, allez, on va dire, des patates, des oignons, des lardons, une belle tranche de viande, quelques épices. T'as quelqu'un qui va les prendre, qui va faire bouillir tout ça, ça sera pas extraordinaire. Sur les 10 personnes, on va dire, il y en a 3 qui vont faire un truc plutôt basique. Euh, T'en as 5 qui vont te faire un truc super sympa. Et au milieu, t'as les 10 personnes, t'en as 2 qui, avec les mêmes ingrédients, vont te faire un truc complètement dingue. C'est-à-dire, le gars, au de faire cuire les patates au four ou les faire bouillir, il va les râper, il va t'en faire des galettes. Plutôt que mettre les ingrédients séparés, il va te les réunir et il va les transformer pour faire une petite sauce à la galette. Et pourtant, on aura la même base d'ingrédients. Et aujourd'hui, je considère que l'artisanat général, euh, même si associé à la coutellerie, c'est rigolo parce que les couteaux et la cuisine, ça se marie très très bien. Euh, Évidemment. voilà. Je considère l'artisanat, c'est comme de la cuisine. Tout le monde peut avoir aujourd'hui, parce que via les réseaux sociaux, via les internets et tout ça, on a accès à la même matière. Les matières premières, on les trouve facilement sur Internet. Après, c'est comme de la cuisine. C'est-à-dire, si tu sais pas cuisiner, si t'as pas les bases, c'est compliqué. Après, tu peux être hyper doué et sans avoir les bases, faire des trucs de dingue. Et au final, c'est de la cuisine. C'est-à-dire, chaque personne va travailler. Et aujourd'hui, on va avoir des artisans qui, j'utilise les mêmes aciers que certains de mes collègues. J'utilise les mêmes, on a les mêmes fournisseurs, on a les mêmes aciers. Moi, je vais faire des couteaux relativement simples. J'ai des collègues, ils font des couteaux qui vont au-dessus des étoiles. Ils ont un savoir-faire, ils ont des techniques de cuisine. C'est-à-dire, c'est un peu la différence entre un petit routier planqué dans la pampa et un chef 5 étoiles planqué dans une petite rue, dans une ville cachée où le mec il te fait des plats d'excellence et le mec il a un 5 étoiles. Et pourtant, il utilise des patates, de la viande, des oignons comme toi et moi. C'est ça, c'est un peu magique. Et aujourd'hui, on va avoir un artisanat qui est complètement dingue parce que justement, c'est comme la cuisine, quoi. C'est-à-dire 3 patates, des oignons, voilà, et t'en as un qui lui va te faire des chips grillés, des chips d'oignons, des trucs, des machins complètement dingues. Donc c'est vraiment de la cuisine. On a accès aux mêmes produits, mais chacun va avoir sa vision de la cuisine différente. Ouais, la diversité, c'est une vraie richesse dans tous les. Et ce qui est intéressant dans les stages que tu fais, et moi ça a été une de mes motivations pour ce podcast, c'est de montrer aux gens comment on fait les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a une idée, il y a cette idée comme quoi tout est facile et que justement, comme tu dis, on peut un peu tous le faire, mais c'est pas parce qu'on peut tous le faire qu'on le fait tous bien. Et donc c'est hyper intéressant de montrer comment c'est fait pour que les gens comprennent la complexité derrière le travail et qu'ils apprécient plus la valeur des objets. Parce qu'au-delà du forcément, plus il y a de travail, plus la valeur augmente, c'est mathématique. Et aujourd'hui, on est toujours obligé de se justifier sur le prix des choses. Les gens trouvent, bon, pas tout le monde hein, évidemment, mais voilà, la majorité trouve les choses trop chères, etc. Parce que ils pensent qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Et donc de montrer tout ça, ça permet de faire comprendre aux gens que ben c'est pas si facile que ça. En fait, oui, tu peux le faire, mais comme tu dis, le résultat ne sera pas le même pour tout un chacun. Et du coup, dans cette personnalisation de ton travail, est-ce que tu as eu une demande qui t'a demandé plus de fil à retordre ou alors une demande vraiment très particulière, quelque chose qui est sorti du lot? On a toujours des petits trucs qui nous mettent des défis. On a toujours un client qui va te demander un petit truc spécial. On- Parfois une petite gravure un peu personnalisée. On va avoir. Alors aujourd'hui, des fois, j'utilise les technologies laser pour les gravures, par exemple pour les prénoms, des trucs comme ça. Et après, il y a dans les guillochages qu'on va travailler à la lime aiguille et à la main. Parfois, il y a un client qui voit un truc chez un confrère coutelier qui a bien aimé.
Parfois, des fois, on va associer différents univers. C'est-à-dire, ça m'est arrivé de travailler avec un collectionneur qui, lui, en fait, contacte des couteliers et leur donne, en fait, les mêmes ingrédients. Il va commander des fois plusieurs damas à un forgeron et il va faire trois, quatre couteaux dans les mêmes assemblages. Donc, chacun va apporter sa petite touche perso. Et c'est assez rigolo parce que du coup, après, tu vois les photos passer des quatre cinq couteaux réalisés par toi et tes confrères ou tes confrères et toi-même sur justement, on a les mêmes matières, c'est-à-dire les mêmes bois. On va les, par exemple, des fois les bois, on va les utiliser dans un sens ou dans l'autre. On va pas avoir la même vision du bois. Le damas, alors c'est plus compliqué, mais on va avoir par la forme de la lame, les motifs vont être complètement différents. Et ça m'est arrivé d'avoir des demandes un peu spéciales. Ça m'est arrivé d'avoir une demande. Je crois que la demande la plus spéciale que j'ai eue, c'est un client qui avait offert un couteau à sa fille quand elle avait 14 ans. Ça a été un de mes tout premiers clients, je me souviens. Il se reconnaîtra s'il voit ce truc. Parce que il lui a offert son premier couteau. C'est une jeune fille qui faisait de la randonnée, qui faisait du cheval. Et du coup, le couteau, ça reste un outil qui est vachement pratique. Tu peux couper une ficelle, tu peux faire ton casse-croûte et tout. Et je me souviens à l'époque, on avait rigolé en disant, pour ses 18 ans, on regardera à lui faire un couteau un peu plus adapté. Et du coup, j'ai dû intégrer un cure-pied dans le couteau. Parce que dans les couteaux qui existent, on va dire, il y a ce qu'on appelle le couteau de cavalier. Et j'ai dû intégrer un cure-pied dans un couteau, tout en gardant la forme de mon couteau pour que le couteau soit utilisable visuellement, que ça ne casse pas la ligne de mon modèle. Et j'avoue que ça a été un sacré défi d'intégrer, on va dire, des pièces en plus dans le couteau, mais qui restent quasi invisibles. Et des fois, oui, les clients vont apporter des petits défis complètement dingues à tout niveau, mécanique, esthétique. C'est assez, ça nous permet, ça, moi qui fais beaucoup de séries quand même, j'ai beaucoup de couteaux que je fabrique parce que moi mon travail c'est donc je fabrique des couteaux, mais on va dire que j'ai beaucoup de d'interactions avec des touristes. Il y a des gens qui passent à l'atelier, qui découvrent ma boutique. Donc ça, c'est un achat coup de cœur, c'est-à-dire ils voient une pièce qui lui plaît, ils l'achètent. Et effectivement, régulièrement, je vais avoir des clients qui vont me sortir de ma zone de confort en me disant, écoute, Vim, j'ai envie de ça. Voilà. Et du coup, là, effectivement, ça me sort de ma zone de confort. Donc oui, on va avoir des fois des demandes un peu spécifiques, un peu spéciales. Ok. Ouais, j'imagine qu'il y en a que tu dois refuser peut-être, qui sont... Ça m'arrive de temps en temps sur certains projets parce que c'est pas du tout mon univers, c'est pas du tout mon style. Par exemple, euh, ça m'est arrivé de fabriquer du couteau de cuisine, par exemple, mais je suis pas vraiment doué à ça. Et du coup, aujourd'hui, avec le recul et les années, maintenant, quand je vois qu'un client cherche quelque chose de vraiment spécifique, je vais plutôt l'envoyer vers des collègues qui ont le savoir-faire. Par exemple, le couteau de cuisine, c'est bien spécifique, donc du coup, je préfère envoyer mes clients vers des collègues qui sont doués dans ce domaine-là. Parfois, on va me demander des couteaux pour de la chasse ou des trucs comme ça. Pareil, c'est pas vraiment mon univers. J'ai pas vraiment le talent ou les connaissances qu'ils font parce que je suis pas chasseur, je suis pas utilisateur de gros couteaux. Donc parfois, on va me demander des couteaux de randonnée, type ce qu'on appelle le bushcraft, ou des couteaux de chasse, des dagues, des trucs comme ça. Donc aujourd'hui, en fait, avec le recul, aujourd'hui, j'arrive plus facilement à déterminer mes capacités et à dire non, ça c'est pas bon pour moi dans le sens où je vais peut-être y passer beaucoup plus de temps qu'un collègue. Si c'est pour facturer 8 à 12 heures de travail alors que j'ai un collègue qui va le faire en 2 fois moins longtemps, je préfère orienter mon client sur un collègue qui est compétent et qui a les connaissances plutôt que de faire de la merde. Ma question était un peu rhétorique parce que c'est un sujet qu'on aborde souvent avec les artisans que je vois, où la frontière est mince entre faire comprendre aux clients euh, quel est notre univers et oui, on peut le faire, mais on n'a pas forcément envie parce que ça nous correspond pas non plus. Il y a ça aussi, il n'y a pas forcément que le côté technique, mais voilà, c'est aussi, comme tu disais tout à l'heure, chacun a fait sa tambouille, si je reprends le paradoxe de la cuisine. Donc, il faut que ça corresponde d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est important que les gens comprennent ça aussi, qu'on peut pas faire forcément tout ce qu'ils veulent parce que on fait ce métier-là, quoi. C'est des fois, faut avoir la force.
Alors même si des fois c'est un peu stressant quand t'es artisan de dire non parce que tu sais que tu vas perdre des sous, c'est pas facile tous les jours quand tu fais de l'artisanat. Et dire non à un client, c'est de dire bon peut-être que je vais perdre un billet de 100, 200 euros ou 300 ou peut-être même plus, hein, parce que t'as des clients qui te demandent des trucs dingues. Moi, ça m'est arrivé de refuser une commande, je sais, à plus de 1000 euros. Pourquoi? Parce que j'ai préféré l'envoyer chez un collègue, parce que je savais que c'était pas mon domaine. Mais du coup, c'est vrai qu'au début, quand tu débutes, t'as toujours peur de dire non. Avec l'expérience et le recul, donc ça fait 5 ans que je suis à mon compte. Aujourd'hui, j'arrive et j'accepte de dire non parce que je me dis non, en fait, tu vas te foutre dans la merde, quoi. Et après, quand tu es dans la merde, bah, tu dors plus, tu te fatigues, tu stresses, tu t'énerves. Là, j'ai encore une dernière commande à faire comme ça, dans ce style où j'avais dit oui à un client. Euh, et, euh, et c'est pas que je... Il le sait, hein, il le sait, on en a discuté. J'ai pris un retard monstre sur sa commande. Pourquoi? Parce que bah, ça m'a sorti de mon confort habituel. Donc ça y est, là, le projet va être fini là dans les jours à venir. Mais du coup, ouais, je me suis dit, dans la prochaine fois, je lui dis d'appeler un autre pote à moi, quoi. Mm. Oui, puis en plus, c'est bon pour personne parce que toi, ça te génère ce stress, etc. Et le client, lui, bah, il y a des chances qu'au final, il soit pas satisfait. Donc, au final, Voilà, personne n'est content. exactement. Bon, bah, j'ai hâte de voir ce fameux projet Personne ne le verra. que t'as. Ah mince! Pourquoi? Parce que t'assumes pas Ah, ou... j'assume pas, non, non, j'assume pas. Je suis parti sur un couteau de cuisine avec des dimensions, des trucs et des machins, vraiment adapté au client. En plus, c'est une pièce très personnelle pour lui. Et du coup, non, il y aura pas de publication. Il y aura juste on va aller se faire un bon resto une fois que le projet sera fini. Je lui dirais, et je lui ai dit clairement, je lui ai dit, je vais même faire une gravure dessus. Je vais dire, c'est the last, le dernier que je ferai, parce que c'est vraiment c'était, voilà, je l'ai fait parce que je l'adore et là, je lui ai dit, là, non, non, plus jamais, plus jamais. Non. Voilà, on parlait de sentimental tout à l'heure dans les pièces que les clients pouvaient apporter. Ben voilà, ça Ah marche bah dans l'autre celle-là, sens aussi. elle aura beaucoup de sentiments, quoi. Elle aura eu beaucoup de haine, la pauvre, mais le projet en lui-même sera top. Mais effectivement, j'ai dit au client, je lui ai dit, plus jamais tu me demandes un truc comme ça, plus jamais. Voilà, ça crée un suspense. Je vais peut-être créer un sondage dans les commentaires. Si vous êtes plus de 1000 à nous dire que vous Voilà. voulez voir le couteau, peut-être qu'il nous le montrera. Ouais, ouais, pourquoi pas, on sait jamais. Allez, on fait monter les enchères. Non, qu'on atteigne tous les deux les 10 000 followers sur notre compte. Voilà, et là, tu le montreras. Voilà. Après, Bon. pour parler des followers, c'est pas dans l'artisanat, on se rend compte, euh, on n'a pas forcément des grosses communautés. Alors, il y a des artisans qui Hmm. arrivent à avoir des très grosses communautés. J'ai eu discuté avec deux, trois artisans que je connais, dont une bijoutière et un autre collègue qui fait de l'artisanat différent. C'est pas forcément les plus grosses communautés qui vont apporter le plus de financement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui s'inspirent aussi. Et aujourd'hui, on va dire, ce qui compte, c'est d'avoir des gens fidèles. C'est des gens qui suivent ton travail. Et si c'est pour avoir 10 000 followers, dont 9 000 qui font que regarder, et que 50 qui réagissent, je préfère avoir une petite communauté comme j'ai aujourd'hui, qui est hyper active et qui est hyper sympathique, plutôt que d'avoir une grosse communauté qui, au final, en fait, t'apporte beaucoup de vues, mais qui, au final, vont pas t'apporter de commandes ou autre, quoi. Ah oui, je peux te confirmer parce que là, donc là, toi, t'es le neuvième artisan que je reçois. Et sur les 9, il y a de tout. Il y a des comptes, des artisans qui ont 200, 600, moins de 1000 followers. Et j'ai été jusqu'à, je crois, presque 90 000 followers. Et c'est marrant parce que ça se reflète pas du tout dans les résultats de lecture du Ouais. podcast. Donc, des personnes qui paraissent vraiment euh, comment dire, peu vus, finalement se retrouvent à avoir les épisodes qui ont le plus de lecture. Donc, et pour faire la comparaison, je suis pas artisane, mais c'est exactement la même chose dans Ouais. mon travail et dans bien d'autres métiers où, voilà, moi, je travaille sur mes réseaux sociaux pas pour avoir des likes, j'ai pas besoin de ça pour mon ego, mais j'espère attirer des futurs clients. C'est très compliqué. C'est pas du tout une cause à effet, le nombre de likes et la clientèle qui en.
qui en découlent. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et parfois, voilà, on aime un peu ce qu'on fait parce qu'on aime montrer notre travail, mais des fois, c'est un peu rageant, on perd espoir parfois. En parlant de réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver? Alors, moi, j'utilise énormément Instagram et Facebook. Facebook est beaucoup plus formel, c'est-à-dire ça va être surtout de l'information, on va dire les salons, les endroits où on va me trouver ou des actualités de l'atelier. L'Instagram est beaucoup plus vivant parce que je me permets aussi de partager entre guillemets du personnel, que ça soit dans les stories ou dans certaines publications. Je vais régulièrement donner beaucoup plus de vie à Insta qu'à Facebook, mais je nourris aussi bien le Facebook que l'Instagram. Les deux sont dissociés, donc on retrouve pas forcément les mêmes publications sur Facebook et Instagram. Par contre, les infos principaux en général sont sur les deux réseaux. Et prochainement, à partir de, je dirais avril, un truc comme ça, je vais avoir un site internet aussi, un site internet vitrine, tout simple parce qu'aujourd'hui il y a des gens encore qui ont besoin d'avoir de voir sur les sites, ça rassure aussi. Donc du coup j'aurai Instagram, Facebook et mon site internet. Donc le site internet ça sera leslamesdeka.com, pas compliqué. D'accord. Et puis voilà. Ben, je mettrai de toute façon toutes les informations en description de la vidéo. Et tout à l'heure tu parlais d'un événement au mois de juin. Est-ce que tu as d'autres événements à venir? J'ai plusieurs événements dans l'année, donc là l'année va commencer donc janvier, février, mars, avril avec les journées des métiers d'art, qui est on va dire le moment de rencontre de beaucoup d'artisans. Donc où je vais participer à Mordel Métiers d'Art qui se situe à côté de Rennes. Donc là ça sera un rassemblement de 90 à 100 artisans des métiers d'art parce que la coutellerie fait partie des métiers d'art. Voilà, mais en mois de mai, je serai à Erquy pour le salon des terroirs. Donc c'est un salon de gourmandise. En gros, c'est une réunion de personnes qui fabriquent et qui proposent et qui vendent que des produits de qualité hyper bons. Et moi, à cette occasion-là, je participe en tant que fabricant de couteaux parce que le couteau et la nourriture, ça se marie bien. Voilà. En juin, il y a un salon de coutellerie qui aura lieu dans le Finistère, du côté de Locronan, à Plogonec. Voilà. En juillet, il y aura aussi des petits événements. En août aussi, septembre. En fait, c'est souvent sur les réseaux sociaux que j'annonce les événements. Et le dernier événement à chaque fois en fin d'année, c'est le SNAC, donc le salon normand d'artisanat coutelier, qui lui a lieu en général fin novembre. Donc on va dire que l'année est rythmée en général une fois par mois par un petit événement au moins. C'est riche en événements, c'est bien. Ça fait une belle vitrine, j'imagine, pour toi. Ouais, c'est ça. Super. Eh ben écoute, j'étais ravie de t'avoir reçu, d'avoir découvert tout ça, cet univers que je connaissais pas du tout, que je savais apprécier visuellement, mais dont je n'avais aucune idée du fonctionnement. Donc merci pour tout ça. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite et puis peut-être à bientôt sur un salon ou autre. En Bretagne pour manger du kouign-amann. Avec du beurre. Plein de beurre. Merci beaucoup, Vim. À très bientôt. Merci. Ciao. Ciao.